Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et cette semaine, nous allons parler d'un entrepreneur ou plutôt d'une histoire qui ne s'est pas bien passée à Taïwan, mais pourtant l'entrepreneur, la boîte, la société fonctionne très bien. C'est une grosse société très connue que vous connaissez très bien en France qui n'a pas fonctionné à Taïwan et c'est intéressant aussi de voir un modèle qui ne fonctionne pas à Taïwan. Alors, il faut savoir qu'en 2013, c'est l'histoire de William Chu, qui n'était pas encore un entrepreneur, qui travaille alors à Londres comme analyste chez Morgan Stanley, dans un poste prestigieux, bien rémunéré, mais extrêmement exigeant. Les journées s'étirent tard, dans la nuit, et comme beaucoup de jeunes cadres de ce genre de domaine, il se retrouve confronté à un problème très concret: comment manger correctement quand on sort du bureau à 22h ? À l'époque, Londres regorge de restaurants, mais très peu proposent des livraisons, et encore moins une livraison de qualité. Chu le dira plus tard avec ironie, le seul avantage de ce travail, c'est qu'on nous donnait 25 livres sterling pour dîner tous les soirs, une somme très confortable, mais inutile s'il n'y a rien à commander. C'est donc dans ce contexte qu'émerge l'idée d'une société qui s'appelle Deliveroo. Avec Greg Orlowski, ingénieur informatique, Chu imagine une plateforme simple qui permet de connecter les bons restaurants de quartier à des livreurs indépendants capables de livrer rapidement des repas de qualité. Contrairement à d'autres services existants, l'ambition n'est pas de livrer uniquement de la restauration rapide, mais aussi des plats plus élaborés, issus de restaurants jusque-là absents de la livraison. Les débuts sont artisanaux. William Chu livre lui-même des repas, parfois plusieurs heures par jour. Cette immersion sur le terrain va profondément influencer sa vision de l'entreprise. Il comprend très tôt que le modèle repose sur 3 piliers indissociables: les clients, les restaurateurs et les livreurs. Cela peut sembler assez anodin, mais vous allez voir que c'est important. Dès le départ, Deliveroo se positionne comme une entreprise technologique, mais aussi comme un intermédiaire logistique, chargé de résoudre un problème réel plutôt que de simplement capter une commission. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer maintenant, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de Deliveroo et de William Chu, un Américain d'origine taïwanaise qui s'est mis à faire un modèle comme Uber Eats. Et donc pour comprendre ce système de Deliveroo, peut-être qu'il faut remonter dans l'histoire de cette société avec son contexte, un contexte londonien où Deliveroo se concentre uniquement sur cette ville pour développer et construire son application. La stratégie est donc volontairement progressive, il ne s'agit pas d'inonder un marché, mais de tester, ajuster, améliorer sur un périmètre restreint afin de pouvoir faire fonctionner correctement tous les aspects de l'application. Le bouche à oreille fonctionne, les restaurateurs apprécient l'accès à une nouvelle clientèle sans investissement lourd et les clients découvrent une offre plus qualitative que la livraison traditionnelle. Très vite, la start-up s'étend à d'autres villes britanniques, Brighton, puis Manchester. En parallèle, les investisseurs commencent à s'intéresser au projet. Entre 2013 et 2016, Deliveroo lève près de 500 millions de dollars américains, un montant colossal pour une entreprise aussi jeune. Faut dire qu'elle n'avait que quelques mois. En 2015, l'expansion internationale débute véritablement avec l'arrivée à Paris, à Dublin et Berlin. Et là où c'est très compliqué, c'est que Deliveroo s'adapte à chaque marché dans lequel il s'investit. Que ce soit au niveau des réglementations, des habitudes alimentaires, de la densité urbaine, du coût de la main-d'œuvre, etc. Mais la promesse reste la même: rapidité, qualité et simplicité d'utilisation. En seulement 3 ans, Deliveroo devient ce qu'on appelle une licorne, avec une valorisation dépassant le $1 milliard dès 2016. À cette époque, William Chu répète un conseil qui résume bien son état d'esprit entrepreneurial. Pour lui, il faut être assez irrationnel, parce qu'il y a de grandes chances que son projet ne marche pas au final. Mais il faut y croire. Mais la croissance est au rendez-vous et suit les fonds. C'est une croissance donc fulgurante qui s'explique par plusieurs facteurs chiffrés: une urbanisation croissante, l'explosion de l'usage du smartphone, une génération prête à payer pour du gain de temps et des coûts fixes relativement faibles comparés à la restauration traditionnelle. Mais la plus grande contrainte de Deliveroo, c'est de ne pas être seul sur le marché.
En effet, un an après la création de l'entreprise, Uber Eats fait son apparition et Foodora également, ou encore Take It Easy qui fera faillite en 2016. Tous reposent sur le même triptyque économique, clients, restaurants, livreurs. La différence se joue alors sur la rapidité d'exécution, la puissance financière et la capacité à absorber les pertes. Car oui, derrière les chiffres d'affaires impressionnants, le secteur est structurellement peu rentable, les plateformes doivent subventionner les livraisons, proposer des promotions, investir massivement en marketing tout en rémunérant livreurs et restaurateurs. En France, Deliveroo est considéré en 2023 comme le deuxième acteur du marché derrière Uber Eats qui capterait plus de 50% des commandes. Les parts de marché exactes restent floues car les entreprises communiquent peu, mais la concurrence est visible dans la rue. Sac vert, sac rose, sac bleu, vélo et scooter se croisent en permanence et les livreurs eux-mêmes jonglent souvent entre plusieurs applications pour augmenter leurs revenus, révélant une flexibilité qui est à la fois un atout et une faiblesse du modèle. L'un des tournants majeurs de l'histoire de Deliveroo sera l'entrée d'Amazon dans son capital. Le géant américain investit alors à hauteur de 16%, apportant crédibilité, capital et expertise logistique, et à ce moment-là, Deliveroo est valorisé environ à 1,6 milliard de livres sterling. Mais l'ambition ultime reste la bourse, et c'est le 31 mars 2021 que Deliveroo entre en bourse à Londres. L'entreprise est alors valorisée à 7,6 milliards de livres sterling avant cotation. Les attentes sont immenses, mais elle fait face à une réalité brutale dès son arrivée sur le marché. Dès le premier jour, l'action chute de 26%, atteignant même moins 30,5% en séance. En quelques heures, plusieurs milliards de valorisation s'évaporent. Cette entrée en bourse est qualifiée par certains analystes comme l'une des plus catastrophiques de la décennie. Et pourquoi un tel échec ? Alors, des inquiétudes sur la rentabilité à long terme, des critiques sur le statut des livreurs, la défiance des investisseurs envers les plateformes déficitaires et un contexte post-Covid plus qu'incertain. Cet épisode marque un tournant, Deliveroo doit désormais rassurer, prouver et rationaliser son modèle. Alors sans vouloir trop développer cette partie-là, en 4 ans, l'entreprise s'est quand même bien remise en marche, a regagné la confiance des investisseurs et des actionnaires, et donc pour l'instant fonctionne et reste toujours deuxième au classement derrière Uber Eats en France. Alors vient le cas de Taïwan, qui est un cas assez particulier et assez intéressant, puisque Deliveroo s'y implante aux alentours de 2018-2019, un choix en partie personnel pour William Chu, dont les parents sont taïwanais. Le pays possède une culture culinaire riche, une forte densité urbaine et une population très connectée. Et en 1 an et demi, Deliveroo collabore avec environ 6000 restaurants et 1500 livreurs, principalement à Taipei, dans le nouveau Taipei et à Taoyuan. En pleine pandémie de Covid-19, la demande pour la livraison explose. Et pourtant, en avril 2020, Deliveroo annonce son retrait du marché taïwanais. Officiellement, la raison est stratégique. Recentrer les ressources sur des marchés jugés plus prioritaires, que ce soit le renforcement de l'Europe, le démarchage dans de plus gros marchés en Asie-Pacifique ou encore au Moyen-Orient. Les employés et livreurs bénéficient de compensations supérieures aux exigences légales au moment de la fermeture de la plateforme. Mais en réalité, la concurrence est féroce. Foodpanda et Uber Eats dominent largement le marché et Deliveroo est arrivé un peu tard à Taïwan. Le choix alors du patron de Deliveroo, William Chu, est d'adopter une stratégie plus lente, misant sur la rapidité et les marques virtuelles, mais son modèle repose uniquement sur les commissions des restaurants sans frais de livraison pour les consommateurs. Lorsque Deliveroo tente d'introduire ses frais, l'impact est immédiat sur la demande. La guerre des promotions rend la rentabilité quasi impossible et donc Deliveroo, étant vraiment un modèle parti de rien, est obligé de se retirer. Après le départ de Deliveroo, le marché ne ralentit pas, bien au contraire. Selon une étude 2025, Uber Eats dépasse les 60% de taux d'utilisation, talonnant Foodpanda, et l'écart entre les deux leaders n'est plus que de 7,5% contre 16% auparavant. Les abonnements deviennent un levier clé, près de 40% des utilisateurs sont abonnés, Uber One voit son nombre de membres augmenter de 30% en 1 an et Foodpanda renforce son offre Panda Pro. Parallèlement, de nouveaux acteurs issus de la grande distribution comme PXGo ou Foodomo progressent, notamment grâce à la livraison de produits frais. Les commandes annuelles de PXGo dépassent les 10 millions avec une croissance multipliée par 4.
Alors une des raisons aussi pour lesquelles je vous parle de ça, parce que s'il y a eu quand même des manifestations récemment et une nouvelle loi pour aider les livreurs à mieux vivre, dont on a parlé récemment sur Facebook et aussi dans notre On en parle à Taïwan. Et le problème de ces plateformes, c'est qu'elles fonctionnent sur un principe de gamification, récompensant votre fidélité et votre assiduité à la plateforme. Si vous écoutez l'émission depuis assez longtemps, vous vous souviendrez peut-être du cas de Caleb, ce livreur Uber Eats en Gogoro, ce qui était à l'époque encore assez rare, les chauffeurs préférant les modèles thermiques pour des raisons de coût. Et à l'époque, on avait discuté en détail de l'ensemble du processus de tarification de la plateforme. Enfin, il faut savoir que même si William Shu a échoué dans cette tentative à Taïwan, son parcours, sa vie, son histoire restent très liés à Taïwan et sa vision presque idéaliste d'une plateforme équilibrée entre clients, restaurateurs et livreurs pourrait revoir le jour sur l'île. Et pour la petite anecdote, le nom ne vient pas du kangourou ni de l'Australie, il vient tout simplement du pseudo d'un ami qui s'appelait Roux, ce qui a donné au final ce nom très simple Deliveroo, livré à son ami Roux, et qui donne peut-être au final cette dimension humaine à l'entreprise, face notamment au mastodonte américain qu'est Uber Eats. Voilà donc pour cette histoire un peu atypique, où l'on parle d'un échec un petit peu de Deliveroo, même si c'est pas un échec au niveau global, cela reste un échec au niveau de Taïwan, et cela arrive. Et cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir, qu'on ne peut pas recommencer. Et c'est peut-être la leçon et la morale entrepreneuriale de cet exemple, sachant que cela peut-être peut se résumer par cette phrase souvent dite chez les entrepreneurs qui est ne jamais avoir peur de l'échec. Je pense que vous l'avez déjà entendu. C'est déjà la fin de cet épisode de Graines de Business. Je vous laisse en compagnie du reste de l'équipe de Radio Taïwan International pour d'autres contenus. Je vous dis à bientôt, c'était Valentin Floquet et excellente écoute de nos programmes sur Radio Taïwan International en vous souhaitant une excellente journée à tous.